Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre cours de bactériologie spéciale. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du Yersinia, notamment l'espèce Pestis, et évidemment, on brossera succinctement le Yersinia entérocolitique à pseudotuberculosis, mais notre focus reste sur Yersinia pestis. Et voici donc le plan de ma présentation. Je vais parler de la taxonomie de la bactérie, son épidémiologie, la pathogénie, la clinique, ensuite le diagnostic, biologique notamment, et puis viendra la prévention et le traitement. Pour ce qui est de la taxonomie de la bactérie, Yersinia pestis appartient au domaine des bactéries, au kingdom, au royaume des Eubacteria, au phylum des Proteobacteria, classe Gamma Proteobacteriae, ordre d'Enterobacteriales, famille Enterobacteriaceae, genre Yersinia dans lequel on a plusieurs espèces, y compris l'espèce Pestis. Sur cet arbre phylogénétique sans racines, the Unrooted Phylogenetic Tree, je voudrais juste signaler qu'il y a plusieurs clusters des Yersinia qui existent. Cluster 1, 2, 3, comme vous pouvez le voir, jusqu'au cluster 14. Et dans les clusters 1, c'est là que l'on retrouve Yersinia pseudotuberculosis et Yersinia pestis, que vous allez voir, qui au départ ont évolué avec un ancêtre commun et plus tard avec la speciation, comme on dit en anglais, l'événement qui a fait la différenciation d'un point de vue génétique. Et au cluster 6 et 7, pratiquement à l'opposé du cluster 1, nous avons Yersinia enterocolitica. Alors, comme je l'avais dit, Yersinia avait un ancêtre commun qui est inconnu à ce jour, et ensuite qui a donné la branche de Yersinia pseudotuberculosis qui a évolué pour donner le Yersinia pestis et le Yersinia pseudotuberculosis. Bien sûr, les deux modes de transmission, au fil des années, des millénaires, a pu varier ou changer sûrement leur mode de transmission et de propagation. Et enfin, il y avait Yersinia enterocolitica, lui qui a évolué sur une branche tout à fait particulière, mais il a aussi des cousins, des grands et des petits cousins avec qui il évolue. Alors, la peste, c'est une maladie vectorielle qui a été découverte ou décrite, pour mieux dire, parce que la maladie existait bien avant, en 1894 par Alexandre Yersin à Hong Kong, notamment lors de la troisième pandémie de peste, bien sûr, on le verra. Alors, comme définition, la peste, c'est un bacille à gram négatif, bégène, mais parfois il se présente comme un cocobacille. Sa dimension, bon, est relativement petit, pas très grand, 1,5 de long, contre 0,5 à 0,7 micromètres de large. C'est une bactérie, bien sûr, ça peut être visible au microscope, mais bon, voilà. La taille est quand même assez petite par rapport à d'autres bactéries qui sont un peu plus grosses. C'est une bactérie qui est non sporulée, qui n'a pas de capsules, qui est intracellulaire facultatif et qui a une coloration bipolaire. On le verra, ça veut dire qu'il peut prendre deux colorations ou deux teintes différentes lors d'une coloration qui lui est faite et il donne un aspect bipolaire. Ça veut dire qu'au niveau des pôles, il y a un colorant qui est très bien fixé. Par contre, au niveau du centre, on semble avoir une proportionnalité faible de la coloration. C'est un germe aérobie et anaérobie facultatif qui pousse sur des milieux ordinaires et des milieux spécifiques. En général, les germes est mobile, exception particulière faite bien sûr des Yersinia pestis. C'est un germe qui est psychrophile, qui pousse à température un peu plus basse, 10 à 20 degrés, et c'est important. Alors, ce germe, il croît sur des milieux généraux, je l'ai dit. Parmi ces milieux, il y a les bines, on va voir les cygnes et d'autres, où il donne un aspect d'œuf frit. Nous verrons un peu plus tard ce que ça donne comme image. Et il peut pousser sur gelose au sang où il donne des colonies gris argentées, comme vous pouvez le voir ici. Ça a l'air d'être c'est gris argenté. Il ne forme pas de spores.
Il a des facteurs de virulence que nous verrons. Et il croît à un pH en général neutre, hein, entre 7,2 et 7,6. Quoique il peut prendre des pH légèrement acides à 5 et jusqu'à légèrement alcalin à 9. Et sa température optimale de croissance est entre 28 et 30 degrés. Quoique à des températures plus basses ou plus élevées, il peut activer certaines caractéristiques. Il a une grande propriété, c'est qu'il est capable de développer les biofilms, hein, ces germes. Et ces biofilms joueront un rôle majeur dans la transmission, notamment à partir de la puce vers l'hôte. Et voici sur l'image la coloration bipolaire. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que les deux extrémités de la bactérie ou les deux pôles de la bactérie semblent avoir une coloration plus foncée que le centre. Ça, c'est sa caractéristique lorsqu'on utilise la coloration de Wesson. Et ils apparaissent comme ceci. Parlant du germe, c'est un germe qui survit jusqu'à 40 jours dans le sol. Hein, donc, il faut toujours être prudent. Il est inactivé déjà à des températures supérieures à 55 degrés. Ça prouve qu'il est relativement fragile. Pendant 15 minutes, déjà, ça suffit. 55 degrés ou au-delà, c'est pas très chaud. Que ce soit à l'autoclavage, que ce soit aux rayons ultraviolets ou alors aux rayons solaires, dans tout le cas, il est très inactivé. Alors, c'est qu'il faut savoir que quand vous portez des vêtements ou des peaux qui sont souillés par les germes, ils doivent être bien lavés au savon et à l'eau pour détruire les bactéries. Dans le cas contraire, vous allez vous contaminer. Et on a vu qu'il a la capacité de former des biofilms. En fait, c'est une matrice protéique qui rend l'adhésion un peu plus facile au niveau des surfaces de structures métalliques ou des structures dures. Ce qui fait qu'il peut rester longtemps attaché et adhérer fortement, de sorte que même la désinfection peut être la plus inefficace possible. Et dans les hôpitaux, dans les structures de santé, il peut être l'objet de contamination nosocomiale. Voilà pourquoi les biofilms jouent un rôle assez crucial dans la propagation de la maladie. Et voilà pourquoi, dans ces cas, il faut nettoyer les objets ou alors les surfaces avec l'eau de javel diluée au moins à 1% ou à 0,1% pour enlever cela. Mais bien sûr, ça dépendra du type de matériel. Le Yersinia pestis est un agent dangereux parce qu'il peut être utilisé comme arme de bioterrorisme. Pourquoi? Parce que l'agent est très répandu dans le monde, hein, on le verra. Et il a une très faible dose infectante, on le verra. Quelques bactéries suffisent simplement pour vous contaminer et provoquer la maladie. Voilà pourquoi, pour des fins terroristes, voilà, c'est un candidat idéal. Et le tableau clinique, il peut être très sévère, surtout en cas d'atteinte pulmonaire où la mortalité avoisine les 100% si on n'est pas traité. Et déjà, il faut diagnostiquer la maladie pour savoir si réellement il s'agit de la peste et ensuite traiter correctement. Et pendant ce temps où on tourne en rond, où on cherche les diagnostics, etc., le patient peut vous échapper et mourir. Et voilà la dangerosité, évidemment, de cet agent pathogène, surtout dans sa forme pulmonaire. Alors, quelle est l'épidémiologie de la peste? J'ai mis sur cette carte les différents foyers, ce qu'on appelle les focus, les foyers, les centres de peste, comme vous le voyez aux États-Unis, en grande partie également en Chine, hein, vous avez ces foyers. Et puis vous avez la lisière ou les extrémités des foyers, notamment en Amérique latine, hein, dans les Andes, mais également sur la côte occidentale, en Afrique australe, bien sûr en Europe, orientale et au Moyen-Orient, précisément au Moyen-Orient, je voulais dire, et dans l'Asie centrale, vous le avez, mais évidemment en Afrique, et nous, en RDC, nous en avons dans une province que l'on appelle l'Ituri, qui est frontalière à l'Ouganda. Alors, on rappelle, entre 2000 et 2013, par exemple, il y a plusieurs cas de peste humaine qui ont été déclarés par l'OMS, notamment dans 16 pays, avec par exemple 21 725 cas et 182 décès, une létalité de 7,4%. Bon, c'est beaucoup. Et la majorité des cas et des décès étaient bien entendu en Afrique. Alors, seulement que ces informations proviennent de la surveillance, mais très peu ont des données
clair sur le diagnostic des laboratoires. Ça signifie qu'on est parti d'une définition des cas avec présomption des symptômes et voilà, et une prise en charge pareille. Et donc le diagnostic, on l'a posé sur base de la définition des cas et rarement sur le diagnostic biologique au laboratoire. Aussi, une chose importante à noter, que la distribution actuelle du Yersinia pestis, elle est très focale. Hein. Comme vous voyez, il y a plusieurs foyers dans le monde, c'est ça une distribution focale. Elle est localisée, comme vous le voyez, avec des zones géographiques très précises. Et malgré que sa résurgence reste quand même imprévisible, et la majorité des foyers endémiques restent en milieu rural. Alors, dans l'historique de la peste, il y a eu 3 grandes pandémies. Hein. La peste justinienne, entre 541 et 767, après Jésus-Christ déjà. Ensuite, il y a eu la peste noire qui a sévi de 1347 à 1720, qui a tué beaucoup de gens, et on en parle dans plusieurs écrits. Et la 3e pandémie, c'est celle qui commence dès 1772 en Chine, hein, et finalement qui va se répandre dans le monde entier suite au développement des voies de communication, notamment les bateaux à vapeur et autres. Et le développement des moyens de transport, finalement, a fait répandre l'agent pathogène dans le monde en créant des épidémies et des épizooties, comme vous pouvez le voir sur cette carte, avec une peste qui part de Hong Kong pour aller vers l'Inde, Madagascar et finalement une bonne partie vers le Moyen-Orient, l'Europe. Et évidemment, il y a des foyers depuis l'Europe vers l'Amérique latine et puis de l'Amérique latine vers l'Afrique australe. Et vous avez vu que le monde tout entier a été connecté suite aux moyens de transport. Donc les migrations, à part le fait qui sont très positifs pour la population, la communauté mondiale, ils sont également des facteurs de risque pour certaines maladies. Évidemment, j'ai essayé de résumer les différents cas récents, un peu plus récents, relativement récents, 2013 à 2018, les cas que l'on a eu avec 17% de létalité dans le monde, notamment, donc 95% de ces cas étaient à Madagascar et seulement 15% en RDC. Il y a aussi l'épidémie de 2017 à Madagascar qui était en fait une épidémie urbaine avec une létalité qui a avoisiné les 9%, c'est quand même beaucoup. Et en 2022, jusqu'à ce jour d'ailleurs, la RDC connaît des résurgences, des flambées de peste, d'accord, et la létalité est quand même autour de 2,2%, c'est un peu moins, mais ça reste des morts et donc des éléments à combattre. Alors, la peste est un problème majeur de santé publique et de sécurité mondiale, je l'ai dit, à cause du fait que l'agent pathogène est répandu dans le monde. Il est facile à avoir. Il est très mortel dans sa forme pulmonaire. C'est 100% de mortalité dans quelques jours si vous n'avez pas reçu le traitement approprié. Mais également, sa mortalité qui est très élevée à cause de ces facteurs que l'on verra plus tard. Et déjà en 24 heures, le germe peut incuber, en 48 heures commencer les symptômes, ce qui fait que c'est une aubaine pour les terroristes de vous piéger, de vous injecter ou alors de déverser le pathogène, vous l'inhalez par exemple et vous devenez malade et dans si peu de temps, 48 heures, 72 heures, les effets se font sentir. On parlera des terroristes, évidemment, ils savent ce qu'ils ont fait. Et il y a les risques de réémergence qui sont importants à cause des différents foyers que vous voyez dans le monde entier. Et donc, voilà pourquoi on l'utilise comme une arme biologique potentielle. Alors, Yersinia pestis, c'est une bactérie qui est virulente, qui peut pénétrer à n'importe quel endroit de l'organisme, que ce soit au niveau de la peau, des muqueuses, évidemment même au-delà. Et il peut vous infecter par les morsures d'animaux et même par voie aérienne, notamment la forme pulmonaire qui est la plus dangereuse. C'est celle-là donc qui en fait fait partie du bioterrorisme. Ce que vous devez retenir dans la transmission, c'est qu'il y a 2 cycles. Il y a la peste sauvage et puis il y a la peste urbaine ou domestique. Dans la peste sauvage, comme vous le voyez sur cette image, vous avez des rongeurs, d'accord, des rongeurs sauvages qui se font piquer par des puces qui sont infectieuses ou infectées. Et ces germes vont rester dans ces animaux et ils se transmettent entre les pics. Les puces font un repas de sang sur les rongeurs. Évidemment, ils puisent, ils prennent les Yersinia et puis ils les gardent et puis ils les injectent à d'autres.
Ça, c'est le cycle sauvage. Jusqu'à ce que l'homme entre en contact ou casse le cycle, entre en contact avec la bactérie et finalement développe la maladie qui peut être la forme bubonique. Quand la forme est bubonique, elle est moins contagieuse parce qu'elle est localisée à la personne. Il faut être infecté de la même façon par une piqûre de puce pour l'avoir, évidemment. Ça peut être très confiné et très limité. La peste domestique, vous avez des puces urbaines, évidemment, qui piquent les rongeurs humains, qui incubent, qui développent la maladie, etc. Jusqu'à ce que dans les cas aussi domestiques, les puces infectées peuvent piquer l'homme et développer la maladie. Dans tous les cas, la peste, de manière générale, c'est la forme bubonique qui est connue. Mais ce qui se passe, c'est que on peut évoluer vers la forme pulmonaire et c'est la forme pulmonaire qui va diffuser la maladie maintenant pour provoquer ce qu'on appelle des human-to-human transmission, les transmissions interhumaines. J'ai pris deux images différentes. Bon, voilà. Les lecteurs peuvent choisir, etc. Alors, en général, les épidémies surviennent quand les cycles domestiques, dans les cycles domestiques, en fait, la peste provoque une mortalité élevée chez les rongeurs ou chez les autres domestiques. Ce qui fait que cela va pousser les puces à aller chercher de nouveaux hôtes pour leur repas de sang, parce que les hôtes traditionnels ont été tués et évidemment il faut trouver des nouveaux hôtes qu'il faut infecter. C'est ainsi qu'elles vont se déplacer un peu plus loin et plus loin elles rencontrent les humains parce qu'elles n'aiment jamais rester à un seul endroit. Ils vont se faire piquer et par conséquent ils vont trouver une nouvelle nourriture, un nouveau repas de sang, mais en même temps ils vont inoculer les bactéries. Ainsi les humains sont atteints. Le réservoir, c'est plusieurs rongeurs. J'essaie de les lister ici. Les Cynomys, les Spermophilus, ce sont des rongeurs. Les Mastomys, qui est des rats. Les Tatera, les Psamomys et bien d'autres. Vous pouvez les voir sur ces images. Et voici à peu près les structures ou alors les habitats dans lesquels ils préfèrent se manifester. Voilà, ce sont des images qui nous sont très familières parce que dans nos habitations, dans notre environnement ou dans nos environnements, nous avons toujours ces genres d'endroits, etc. Alors, le réservoir, c'est pas seulement le Rattus ratus, je l'ai choisi lui comme exemple parce que ça affecte en fait les rongeurs, que ce soit sauvages ou domestiques. Je les ai cités, les écureuils, les marmottes, les taupes, etc., qui sont impliqués dans les cycles sauvages ou les cycles domestiques. Le germe en général va se développer dans les sangs et dans les tissus des rongeurs. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ces espèces, que ce soit les rongeurs ou alors tous ces rongeurs en général, ils sont vulnérables, ils font la maladie, mais ils résistent bien à la maladie. Ce qui fait que leur létalité est faible, mais il arrive aussi qu'ils en meurent. Alors, comme la létalité est faible, ça fait d'eux des bons candidats pour la transmission, pour assurer le maintien et la transmission de la maladie. Et évidemment, c'est ça qui va se passer. À part les rongeurs, il y a les vecteurs. On va voir les vecteurs sur les dias qui suivent. Entre autres, les Xenopsila Cheopsis ou alors Brasiliensis, qui sont des puces des rats, qui, en fait, après leur repas sanguin chez un rongeur infecté, ils vont avaler des quantités de Yersinia pestis qui vont se multiplier dans leur proventricule. En fait, le proventricule, c'est une sorte de soupape entre l'ésophage et l'estomac. Ce qui fait que cette soupape, elle bloque le passage entre l'ésophage et l'estomac. Ce qui fait que la puce va continuer en fait à se nourrir de plus en plus avec agressivité, mais le sang va rester dans l'ésophage parce qu'il n'est pas descendu, la puce a été bloquée. Et lors du prochain repas sanguin, l'ésophage va se rétracter pour libérer les bactéries dans les vaisseaux sanguins de l'hôte qui vont piquer. Et soudain, l'hôte est infecté par les Yersinia. Les autres Yersinia, c'est Yersinia enterocolytica et Yersinia pseudotuberculosis qui sont des entérobactéries et donc que l'on retrouve dans les tubes digestifs des animaux et des humains. Mais évidemment, ça signifie dans les eaux, dans le sol, dans l'environnement, parce que les hommes font des besoins, les grands besoins notamment, les sels, dans des endroits où ils peuvent facilement contaminer l'environnement.
Un petit mot sur les vecteurs, hein. Ce sont en général des ectoparasites, hein, avec plusieurs images ici. Je ne suis pas entomo et je ne vais pas vous enseigner l'entomologie, mais je les ai mis pour mémoire parce que vous connaissez certains de ces puces, parce que ce sont en fait des parasites, des ectoparasites qui vivent sur les surfaces externes des hôtes, et parfois même dans des cavités ouvertes comme les oreilles ou les narines. Et ils se nourrissent des tissus superficiels et parfois ces tissus qui sont en cours de desquamation. La grande particularité est qu'elles sont hématophages. Alors les vecteurs en fait, c'est un arthropode, hein, hématophage, ça veut dire qui mange ou qui se nourrit du sang et qui assure la transmission biologique active d'un agent pathogène, d'un microbe, d'un vertébré à un autre, que ce soit l'homme ou l'animal. C'est ça la définition la plus simple et j'ai mis les images, etc. Vous devez savoir que les piqûres de ces puces ou de ces vecteurs sont localisées souvent au niveau des jambes, hein, des chevilles ou au niveau des bras, des mains, etc. Où vous pouvez avoir ces genres d'images ou chez les blancs ou ici chez les noirs, etc. Avec des démangeaisons, ça démange et ça gratte, on gratte sérieusement, évidemment ça a des lésions. Et entre-temps, la puce a pu injecter les bactéries, évidemment. Vous pouvez voir ces stigmates des piqûres avec des puces chez certaines personnes, mais parfois vous pouvez juste trouver des taches de sang. Si par exemple la personne a porté un habit blanc ou un habit qui est un peu plus clair et qui a des taches de sang, ça sera très visible. Mais il y a également des puces domestiques libres, hein, qui se nourrissent par intermittence sur l'hôte et qui se reproduisent, notez, dans la poussière des maisons, dans les étables des bétails, dans les abris des animaux domestiques. Voilà, et ce qui fait que vous devez être très prudent lorsque vous avez ces genres de situations, ces genres de conformations dans vos résidences. Toujours y faire garde, un masque ne fait pas de mal et surtout évitez de vous faire piquer, bien sûr, parce que dans les cas de piqûre, le masque ne vous servira pas à grand chose. Avant la dia suivante, pour la RDC, la peste est endémique dans une province, c'est la province de l'Ituri, ici sur la carte, qui est frontalière avec l'Ouganda, dont vous reconnaissez le lac Albert. Alors il y a des foyers, notamment le foyer de Reti, le foyer de Aru, qui est à la frontière avec Arua en Ouganda, et Reti, là où il y a, pas très loin de là, il y a Mahagi, etc. Une particularité, c'est que ça reste chaque fois une maladie qui se manifeste dans les hauteurs, hein, notamment pour la RDC. Et il y a plusieurs micro-foyers répandus en Ouganda, ce qui fait que c'est un problème transfrontalier qui doit être géré grâce à une collaboration sanitaire bilatérale coordonnée. Alors, en résumé, la transmission Yersinia enterocolitica, que l'on peut trouver dans les tubes digestifs des humains, des animaux, en mangeant bien sûr la viande, notamment ici le porc. Bon, il est bon le porc, hein. Je ne suis pas musulman, je le mange, ou d'autres le mangent, d'autres ne le mangent pas, mais il y en a qui le mangent. Vous pouvez attraper du Yersinia enterocolitica, mais bon, ça n'empêche pas quand même que l'on mange le porc. Vous pouvez également avoir attrapé les Yersinia pseudotuberculosis dans les aliments, dans la viande, mais aussi dans les légumes, notamment les légumes crus, les carottes, les choux, etc. Et donc l'ingestion peut bel et bien vous provoquer une gastro-entérite, d'accord, ou les petits intestins ou le grêle qui est infecté et avec une atteinte des ganglions ou des lymphoneux mésentériques qui sont enflammés et en général qui peut atteindre aussi d'autres organes lymphoïdes, notamment la rate, mais ça peut également atteindre les foies et c'est rare avec les Yersinia enterocolitica et Yersinia pseudotuberculosis d'avoir une infection systémique, mais ça peut exister. De l'autre côté, il y a Yersinia pestis. Yersinia pestis qui se transmet de deux manières, notamment la piqûre ou l'interaction des piqûres de la puce à partir du rongeur qui prend la bactérie, ensuite qui vient piquer l'homme et qui va lui transmettre. Une fois que l'homme est infecté, il va développer la peste bubonique représentée par les points bleus qui sont en fait des bubons qui correspondent aux projections des lymphoneux ou des ganglions lymphatiques. La peste bubonique qui peut évoluer évidemment
et parfois donner d'autres maladies. Mais on peut aussi s'infecter directement avec des gouttelettes respiratoires, hein. Dans ces cas, ça atteint les poumons, on parle de la peste, la forme pulmonaire, etc. Mais on peut avoir également un passage par les sangs. On le verra sur la dia suivante. Gardez votre calme et surtout votre attention. Alors, quelle est la pathogénie de Yersinia pestis? C'est très important de le savoir. Voici à droite, hein, l'image de la bactérie. La bactérie a des facteurs de virulence que je vais présenter. Il a également des germes, d'autres gènes, à part les facteurs de virulence, qui sont importants. Et on va le voir. Parmi les gènes, je note les gènes plats, qui en fait, un plat, c'est écrit là, PLA, qui est un activateur des plasminogènes et qui peut avoir des effets sur la coagulation. On verra plus tard qu'il y a un tableau de CFD dans les cas notamment des pestes septicémiques. Il y a le gène PYV par exemple qui favorise l'invasion des cellules de l'hôte. Et il y a aussi le gène PFRA qui induit en fait une sorte de résistance des monocytes à la phagocytose. C'est important. Mais voilà, les facteurs de virulence les plus importants que je voudrais dire ici, il y en a deux. Le premier pouvoir pathogène, il est dû à la présence des trois types de plasmides. Les plasmides, ce sont des éléments génétiques extra-chromosomiques autonomes, mais qui ne sont pas doués de pouvoir de de réplication, mais ce sont des éléments génétiques autonomes qui peuvent se répliquer, voulais-je dire, mais sans entrer dans le chromosome, contrairement aux épisomes qui, eux, peuvent entrer dans le chromosome des bactéries. Alors, nous avons la plasmide PCD1 qui contient les gènes qu'on appelle YOP, qui inhibe l'immunité non spécifique de l'hôte et permet d'échapper à la phagocytose. Première chose, l'immunité non spécifique inhibée, donc les neutrophiles, les natural killers, les macrophages, les cellules présentatrices d'antigènes, ils sont inhibés par ces gènes-là, par ces plasmides PCD1. Deuxième plasmide, c'est le PMT1, les murine toxines, qui abritent en fait les gènes qu'on appelle YMT, qui permet de coloniser le tube digestif de la puce et qui permet de résister également à la phagocytose. Le troisième plasmide, c'est le PCP1 et il a un autre gène associé qu'on appelle les gènes plats, que je vais me présenter tout à l'heure ici, qui sont responsables de la dissémination en fait, du germe à partir du foyer principal et de l'atteinte pulmonaire. Ce sont ces trois gènes qui déterminent la virulence de la bactérie en plus du pouvoir pathogène qui est dû aux toxines, les pesticines et les autres toxines pesteuses qui peuvent évidemment être libérées une fois que la bactérie vous infecte. Alors, dans la peste bubonique, vous la contractez suite à une piqûre, une inoculation directe des puces ou alors suite à une blessure. Yersinia pestis qui est injectée dans votre sang ou dans les tissus ou dans la peau va être très rapidement capturé ou phagocyté par des macrophages. Les macrophages de la peau, qu'on appelle les cellules de Langerhans, ou ceux qui sont dans le sang, etc. Ils vont capturer les Yersinia et très rapidement, ils vont l'amener dans le macrophage. Encore une fois de plus, comme pour les cas du Bacillus anthracis, erreur. Pourquoi? Parce que le macrophage, une fois, le Yersinia pestis, une fois dans le macrophage, va continuer à se développer et au niveau de la peau, il y aura une sorte de réaction inflammatoire qui va se traduire par la formation d'une vésicule. La vésicule va évoluer vers une pustule cutanée. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Les bactéries vont migrer à partir de la pustule cutanée vers les lymphonodes satellites ou les ganglions lymphatiques comme on les appelait anciennement. Bon, voilà. Les ganglions lymphatiques ou les lymphonodes satellites dans lesquels malheureusement les Yersinia pestis vont survivre et se multiplier. Ces ganglions ou ces lymphonodes se trouvent au niveau sous-mental, au niveau cervical, au niveau axillaire, au niveau inguinal. Et au lieu que ces lymphonodes puissent détruire les germes, puisque c'est ça leur travail, ils vont les garder, les berger. Pourquoi? Parce que
la bactérie ou les bactéries ont un mécanisme d'échappement à ce système immunitaire. Par conséquent, ils vont se multiplier rapidement et à grande échelle, de manière exponentielle, au niveau des lymphonodes, que ce soit au niveau des aisselles ou au niveau de la région inguinale, et ils vont former le bubon. Le bubon qui en fait c'est une réaction inflammatoire qui contient en fait du pus. En général c'est un pus qui est de coloration jaune-vert. Ensuite, Yersinia pestis va passer à une réplication extracellulaire. Ça signifie qu'il quitte les lymphonodes, il peut aller dans les tissus et dans les sangs, tout en résistant à la phagocytose. C'est ça son mécanisme de malignité ou de virulence, parce qu'il arrive à s'échapper de la phagocytose et par conséquent, il peut se développer. Alors, les bactéries vont provoquer une réaction inflammatoire au niveau régional qui sera très intense, et notamment au niveau du ganglion. Voilà pourquoi les ganglions des Yersinia pestis sont très douloureux, et voilà, ils sont très très douloureux. Et quelques jours après, il y aura la suppuration, l'épu qui va être formé et qui peut être libéré, et à ce moment-là, le lymphoneux ou les ganglions est vraiment détruit, et avec des phénomènes de nécrose hémorragique. Dans la peste septicémique, la peste septicémique, elle peut être primaire. Ça veut dire que l'Yersinia pestis a contourné les lymphonodes. Il n'est pas passé par les lymphonodes ou par les ganglions, il est directement passé dans les sangs. Tout comme la peste septicémique peut être secondaire, il est d'abord passé par les bubons, par les lymphonodes, et ensuite il y a un échappement à partir de là jusque dans les sangs. Il passe dans les torrents circulatoires où il va se répliquer très rapidement et il va entraîner une très 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 forte réaction immunologique. C'est notre organisme qui va réagir en produisant son cocktail de cytokines pro-inflammatoires, et évidemment plusieurs organes vont être affectés, notamment le foie, la rate et d'autres lymphonodes. La conséquence de ce passage dans les sangs est simple, c'est un sepsis. Alors comme signe, vous avez ce qu'on appelle une coagulation intravasculaire disséminée. Vous le verrez sur les images, avec des thromboses au niveau des artérioles, vous avez des hémorragies, que ce soit au niveau de la peau, mais évidemment au niveau des organes internes, et ça vous ne savez pas le voir, voilà, directement à l'œil nu en tant que clinicien. Et dans un état de sepsis, c'est clair, les résistances vasculaires baissent, on tombe en hypotension. Vous avez une cyanose, le membre devient bleuâtre ou noirâtre au niveau des extrémités, une cyanose distale avec une nécrose des extrémités. Les extrémités deviennent noires, elles se nécrosent. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle un syndrome de défaillance multiviscérale, le MODS. Et vous pouvez aussi avoir un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un SDRA. Et ces manifestations peuvent conduire à une propagation à d'autres organes, le foie, la rate, etc. Et la mort survient très vite. Dans les cas de peste septicémique non traitée par une antibiothérapie appropriée, la mort survient très rapidement dans un délai de 2 à 8 jours. Et voilà, vous devez... la létalité est élevée et elle varie entre 25 et 75% en dehors de tout traitement. Sur la dia suivante, je vous ai montré les images de peste septicémique avec la coagulation intravasculaire disséminée au niveau de ses membres, comme vous le voyez. Et voici les taches d'hémorragie cutanée, mais vous pouvez avoir ces mêmes types d'hémorragie sur les organes. Et vous n'allez pas les voir très facilement, à moins que vous fassiez peut-être une IRM ou peut-être un CT scan, mais l'IRM serait approprié. Mais cliniquement, ça se passe en Afrique, voilà, en Amérique, etc. En milieu rural, vous n'avez pas du tout l'IRM à côté ou les CT scans, et vous n'avez que le médecin, le clinicien qui doit vous soigner. Et voilà, il n'aura pas le temps de voir tout ceci. Alors, vous pouvez avoir la gangrène, comme vous le voyez. Regardez ces doigts qui sont devenus noirs, ce n'est pas un maquillage, c'est un cas qui existe, et voilà, vous le voyez sur cette image. Vous avez une gangrène carrément de ces membres, des extrémités qui doivent être amputés, sinon ça va progresser très 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 fortement. Et j'ai mis l'image de ces cas, que j'ai pris des diapositives de ma collègue professeure Lodisois Anne, d'un cas qui est survenu en 2012 à Oregon, aux États-Unis. Où vous avez une gangrène bilatérale des deux membres supérieurs, des deux mains. C'est quand même très, très, très cruel.
Alors, les signes cliniques, ici vous avez la fièvre, hein, une forte fièvre, 39-40 degrés, des frissons, une faiblesse extrême, des douleurs abdominales à cause de ces hémorragies des organes internes, mais un tableau pratiquement de choc septique parce que les entérotoxines sont libérées en très grande quantité par les bactéries et vous pouvez avoir, hein, même si c'est rare, des saignements au niveau de la peau et des organes. La peste pulmonaire, elle peut être primaire, on l'avait déjà dit, et puis secondaire. Elle peut être primaire si vous inhalez directement les Yersinia, ou alors secondaire, à partir d'un passage de la peste bubonique, on arrive à la forme pulmonaire, extension hématogène en général, vers le poumon. C'est une infection invasive qui provoque une réaction inflammatoire, voilà, qui est un peu masquée au départ, mais il y a une multiplication importante des bactéries dans les poumons. Les alvéoles sont très rapidement envahis. Souvenez-vous, l'hématose, les échanges gazeux pour nous permettre d'avoir de l'air et de chasser l'oxygène et de respirer et de vivre se font au niveau des alvéoles. Et lorsque les alvéoles sont envahis, ça signifie qu'à un moment donné, on doit mourir parce qu'on ne peut pas respirer. Alors, la conséquence est que vous avez une expectoration des bacilles, des bacilles de Yersin, bien sûr, les Yersinia pestis, durant les épisodes de toux. Alors, la transmission des Yersinia pestis, dans ces cas, elle devient interhumaine par voie respiratoire, par l'intermédiaire des gouttelettes d'épluche. Et ça, c'est très important. Et ça peut être le début d'une épidémie. Et si c'est dans des aéroports internationaux, dans des gares, dans des métros, dans des trains, dans des stations de train ou des bus, ça peut entraîner une propagation qui atteint l'humanité. Imaginez-vous dans un aéroport, vous avez des cas de peste pulmonaire, combien de passagers qui vont dans différents pays, etc. Et voilà le bioterrorisme dont nous parlions et pour lequel il faudra faire très attention, notamment les biologistes, les médecins biologistes, vous qui avez la responsabilité de prendre en charge ces cas, de bien savoir cerner, isoler les cas à temps et surtout veiller également sur les échantillons. Les patients qui sont atteints de peste pulmonaire primaire en général, ils présentent ce qu'on appelle une alvéolite, mais qui est d'origine infectieuse au tout début. Et dans les 24 à 48 heures, suivant l'exposition, les signes sont déjà manifestes. Ça signifie la période d'incubation pour la forme pulmonaire, elle est très courte. L'alvéolite peut rapidement évoluer vers une pneumonie lobaire ou alors une pneumonie totale qui peut être unilatérale ou finalement bilatérale. Et dans ces cas, la mort n'est pas très très loin avec des complications locales telles qu'une nécrose, une cavitation ou carrément un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un STRA, ou alors la septicémie ou l'endotoxémie. Et comme vous le voyez, la mort vous guette. Cette forme, elle est très fulgurante, hein? Elle est très contagieuse, elle est très grave. Et l'incubation, elle est très courte, comme je l'ai dit, 2 jours suffisent déjà. Et à la période d'état, vous avez la pneumopathie qui est très forte avec une très forte fièvre. Vous avez une toux productive. Vous produisez des crachats, des expectorations qui sont teintés de sang. Et il y a une particularité, on dit que ce sont des crachats mousseux teintés de sang. Et la détresse respiratoire est importante. Vous avez l'essoufflement, vous avez du mal à respirer, vous avez la dyspnée et la mortalité est presque dans 100% des cas quand vous n'êtes pas traité dans les 48 heures. C'est très urgent dans les 48 heures. C'est très très urgent, il faut agir très très rapidement. Sur ce diagramme, j'ai mis à gauche la peste bubonique, ça signifie vous vous infectez par une piqûre d'une puce. Ensuite, les germes s'étendent dans les ganglions lymphatiques ou dans les lymphonoeux. Et ensuite, il va... Alors, une fois il est dans les lymphonoeux, il va jusqu'au bubon, il va former la peste bubonique. Et voilà, parfois, la peste bubonique peut passer dans le sang et dans l'appareil respiratoire. Et vous avez le bacille de Yersin dans les sécrétions respiratoires. Mais pour la peste pulmonaire, l'entrée se fait par voie respiratoire. La maladie va au niveau du poumon, mais après, vous excrétez également la bactérie au niveau des voies respiratoires. Et donc, il y a cette contamination par voie respiratoire. Quelle est la clinique des Yersinia pestis? On l'a presque vu, mais bon, voilà, je veux un peu plus y revenir. La peste bubonique, le tableau clinique est clair, c'est un syndrome
infectieux sévère associé à des bubons douloureux. C'est ça le diagnostic clinique en résumé. Un syndrome infectieux sévère avec des bubons douloureux. Et la RDC garde presque 95% des cas mondiaux. La période d'incubation, elle est très courte, 2 à 5 jours en général, mais parfois, elle peut être moindre, même 12 elle peut aller jusqu'à 12 jours, mais parfois elle peut être de quelques heures seulement. Vous avez de la fièvre, 39 jusqu'à parfois 41, des frissons, une pulsation très rapide, un pouls qui devient petit et filant, ça signifie que vous êtes à peu près en choc avec l'hypotension artérielle, c'est clair. Vous avez des adénopathies, une hypertrophie des lymphonodes ou des ganglions lymphatiques, comme vous pouvez les voir, d'accord, qui drainent les sites d'inoculation. Ça veut dire que si la lésion ou les sites d'inoculation, c'est au niveau du bras, le lymphoneux ou les ganglions cervicales, si c'est au niveau de la jambe, ça sera par exemple, le lymphoneux affecté sera au niveau de la région inguinale. Si ça affecte le visage ou alors la région du thorax, les lymphonodes seront au niveau du cou. C'est très important. Mais la localisation préférentielle des lymphonodes ou des ganglions, c'est au niveau de la région fémorale, donc au niveau de la région inguinale, mais parfois il y en a au niveau de la région cervicale, au niveau du cou et au niveau axillaire, comme vous le voyez sur cette image. Il n'est pas exclu qu'on ait une atteinte ganglionnaire multiple, donc plusieurs sites à la fois. L'autre élément, c'est que la suppuration commence déjà à partir de la 2e semaine, les ganglions se ramollissent et du pus commence à sortir de soi. La lésion cutanée primaire, lorsque vous avez été piqué par une puce et que les bacilles ont commencé à pousser en provoquant une réaction inflammatoire, c'est d'abord une papule qui va évoluer vers une pustule, la pustule va évoluer vers un ulcère et puis après une escarre qui va se former dans la suite autour du site des piqûres de la puce. Mais vous pouvez avoir d'autres signes cliniques un peu plus généraux, tels que l'agitation, un délirium, la confusion, l'incoordination des mouvements. Mais parfois, l'évolution de la peste bubonique peut se solder par une métastase par voie hématogène vers la peste soit septicémique, soit la peste pulmonaire, qui sera dans ces cas secondaires. Quand on ne traite pas ces genres de peste, la mortalité peut survenir dans les 3 à 5 jours, pas dans la forme bubonique pure, mais quand on passe soit vers une forme septicémique en général et la forme pulmonaire qui est quand même exceptionnelle à partir de la forme bubonique. Voici les images avec les bubons qui sont très gonflés et très durs et très douloureux. Ça, c'est un élément important à retenir. C'est la forme la plus fréquente, comme on l'a dit, vous avez une lésion ouverte, soit un objet essuyé par les bacilles qui vous a blessé, etc. Mais ça peut être également la literie. Les rites funéraires, quand quelqu'un est mort de peste, vous allez le laver les cadavres, etc., faire des rites funéraires, vous pouvez vous contaminer. Mais ça peut être également des piqûres, des ectoparasites, nous les avons vus. Sachez qu'une piqûre de nectoparasite peut vous transmettre entre 25 000 et 100 000 bacilles pesteux dans une seule piqûre. Donc c'est un germe très invasif et les piqûres des puces partagent des très bonnes quantités, des quantités très abondantes. Il faut noter que 1 à 10 bacilles suffisent déjà par voie cutanée, par voie orale, par voie intradermique ou par voie intraveineuse à provoquer la maladie. 1 à 10, ça suffit. Mais là, vous avez 25 000 à 100 000. Ça signifie que vous faites une infection de toutes les façons carabinée, quelle que soit la manifestation clinique. Il y a l'évolution, bien sûr, et la papille, vésicule, pustule, et au plus tard, le furoncle, aussi des piqûres qui va se manifester par des escarres noirâtres. Et dans ces cas particuliers, lorsque vous avez des escarres noirâtres qui sont dus à la peste, on les appelle le charbon pesteux, en référence à l'anthrax ou la maladie du charbon qui donne cette lésion nécrotique. Je vous recommande d'aller voir notre vidéo sur le Bacillus anthracis, évidemment pour avoir assez de détails, mais ici ça se rejoint, vous avez ce qu'on appelle les charbons pesteux dans les cas de la peste, mais c'est moins fréquent, c'est moins de 10%. Voilà, voici la ligne du temps d'une infection de la peste bubonique. Vous avez une piqûre au jour 1 ici, et voici les images des lésions d'une piqûre de puce. La période d'incubation est très courte, entre 2 et 6 jours d'incubation.
Au 7e à 8e jour, vous passez à la phase d'invasion où la plupart des symptômes se manifestent, mais c'est des symptômes très peu spécifiques du genre malaria, fièvre, céphalée, maux de tête. Vous avez la fièvre, vous avez des maux de tête, des malaises. Mais une particularité, vous avez les lymphoneux, les ganglions qui sont gonflés, et parfois vous avez du pus, des exudations et des saignements. Quand vous avez la fièvre, les maux de tête avec les lymphadénopathies, ça peut vous faire penser également à un virus tel que l'Mpox avant que les lésions n'apparaissent. Mais évidemment, les types de ganglions sont différents. Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements et des arthralgies, et voilà, des courbatures. Entre le 8e et le 10e jour, vous atteignez la phase d'état et vous avez la peste bubonique caractéristique avec ces lymphoneux très douloureux en fait et très gonflés qui se manifestent ici. Ça c'est dans la forme classique bubonique. Et vous avez entre le 10e et le 14e jour un déclin avec une suppuration du pus qui va commencer à couler de ces ganglions pour être éliminé. Et ceci évolue vers la guérison que vous allez atteindre après quelques jours. Mais il se peut que, avec la forme pulmonaire, d'accord, que le bacille de Yersin puisse contourner en fait les ganglions et passer dans les sangs. Et là, vous avez, vers le 9e, 10e jour en général, la forme septicémique dans laquelle vous pouvez avoir une CFD, une coagulation intravasculaire disséminée. On l'a vu, un choc septique. Et dans les cas vers le 11e, 12e jour, vous allez vers le coma. Évidemment, vous pouvez mourir autour du 14e, 15e jour. Ça arrive. Dans la peste septicémique, elle peut être primaire, ça veut dire que directement la bactérie n'est pas passée par les lymphoneux ou alors non associée à la forme bubonique, tout comme elle peut d'abord commencer par une bubonique qui dégénère pour devenir la forme septicémique. Et dans ces cas, dans la forme septicémique, vous pouvez avoir des douleurs abdominales, probablement dues à des adénopathies mésentériques, mais également à l'atteinte des organes, des viscères, des organes internes qui connaissent ces hémorragies et une réaction inflammatoire très puissante. Et elle arrive dans 40% des patients, cette peste septicémique. Et les tableaux de CFD avec gangrène au niveau des extrémités qui deviennent noires. Voilà pourquoi on parlait des pestes noires à l'époque dans l'histoire ou des morts noires. Et vous avez une défaillance multiviscérale. Dans la peste pulmonaire, vous avez la peste pulmonaire primitive qui en fait se traduit par un syndrome infectieux sévère mais avec une dyspnée et une cyanose. Dans la peste bubonique, on avait dit syndrome infectieux sévère plus bubon, ganglion douloureux. Ici, syndrome infectieux sévère, dyspnée, cyanose. L'incubation est très courte, 2 à 3 jours dans la peste pulmonaire primitive. Ça signifie une personne qui tousse, qui respire les bacilles pesteux et qui vous contamine directement. La période d'incubation est très courte et le début est brutal avec une fièvre qui est forte, des frissons, les cœurs qui battent très rapidement, des douleurs au niveau du thorax, des céphalées souvent intenses. C'est pas toujours évident que quand vous voyez ceci, vous allez penser directement à la peste pulmonaire. Vous pouvez penser à d'autres syndromes de douleurs thoraciques aiguës, et pourtant c'est la peste qui est là. Et vous avez une toux qui au début est faible, peu importante, mais dans les 24 heures elle s'installe déjà. Ensuite l'expectoration, vos crachats au départ c'est mucoïde, ensuite ça devient sanguinolent et parfois c'est sanglant avec des crachats qui sont uniformément roses ou rouges. Comme on le dit, c'est rouge comme le sirop des framboises. Bon, nous on est des Africains, on n'a pas des framboises, alors c'est un peu rouge comme quelque chose de rouge que vous connaissez, les goyaves, etc. Mais sirop de framboise, si vous voulez faire du français, c'est pas grave. Et c'est un peu spumeux, ça veut dire qu'il y a un peu de mousse à l'intérieur. Alors on parle de crachat mousseux teinté de sang. Évidemment, le crachat mousseux peut être vu dans une autre maladie, mais là il n'est pas teinté de sang. Voilà, je ne vais pas parler de cette maladie. Vous avez la tachycardie, la dyspnée, et au départ il n'y a pas de pleurésie, mais très rapidement les signes de condensation vont apparaître et vous avez à l'auscultation, les signes de condensation sont rares évidemment, c'est ça que je voulais dire, et souvent vous n'avez pas du tout des râles quand vous auscultez les poumons. Dans la peste secondaire, ça signifie celle qui dérive ou qui résulte d'une peste bubonique.
Elle est plus fréquente que la peste pulmonaire primitive. Et souvent, elle résulte de la diffusion par voie hématogène des micro-organismes qui ont traversé le bubon et qui vont au-delà, qui vont finalement atteindre le poumon. Et la plupart des patients qui ne sont pas traités et qui sont atteints de peste pulmonaire décèdent dans les 48 heures après le début des symptômes si on n'a pas donné l'antibiothérapie qui convient. Voilà une image des sirops des framboises. Évidemment, c'est pas voilà, pour faire la galénique ou voilà, la beauté ici, mais c'est pour vous dire que vous pouvez avoir des crachats qui ont cette couleur, ça fait très peur et voilà pourquoi il faut prendre cette leçon au sérieux. Dans la peste pulmonaire, la ligne du temps est comme suit. Au premier jour, vous êtes exposé aux aérosols. La période d'incubation est très courte, 24, 48 heures, 72 heures maximale. Vous avez déjà tous les symptômes. Et vous commencez par la fièvre. Ça, ce sont les signes généraux, les maux de tête. Mais vous avez des signes respiratoires, notamment la toux au départ. Ensuite, il y a des hémoptysies, des crachats teintés de sang. On a vu en couleur des sirops des framboises ou crachats mousseux teintés de sang. Vous avez la dyspnée, la douleur thoracique et vous avez une faiblesse musculaire. Et donc, c'est un état de pneumopathie qui évolue très vite. Regardez sur l'image, sur la ligne du temps. Dans 4 à 5 jours, vous pouvez mourir si vous n'êtes pas bien traité. C'est le déclin et la mort. Du coup, c'est une maladie très grave et il faut accélérer, prendre en charge très rapidement. Mais ce n'est pas la faute des cliniciens parce qu'il faut savoir d'abord qu'il s'agissait d'une peste pulmonaire, ce qui n'est pas assez aisé, à moins que vous ayez le contexte épidémiologique, on le verra dans les diagnostics. Mais en général, vous venez, vous arrivez en ville, personne ne pense directement à une peste pulmonaire, hein? On pense à autre chose et jusqu'à ce que vous mouriez. La troisième, la cinquième personne, la 10e personne peut-être, on pense que c'est une épidémie. C'est à ce moment-là que les réflexes de médecins, des cliniciens, d'épidémiologistes s'activent pour rechercher la cause primaire. Mais au départ, ce n'est pas évident. Alors, la contamination, bien sûr, ce sont les inhalations d'aérosols ou les gouttelettes de fluge qui sont très, très, très contagieuses, évidemment. Je me rappelle ici les conditions de confinement. La promiscuité, les prisonniers qui toussent, les petits enfants à la crèche, ou alors les enfants qui dorment à 12 sur un même lit, les uns superposés en haut et en bas, etc. Parfois, voilà, ils toussent chacun à tour de rôle. Ça, ce sont des mécanismes, des expositions très très graves qui peuvent évidemment favoriser cette infection. On fait le résumé des manifestations cliniques. Hein. La période d'incubation en moyenne 1 à 6 jours. Pour la peste pulmonaire, l'installation est brutale. Céphalée, malaise intense, fièvre très élevée, vomissement, douleur abdominale, diarrhée, prostration marquée, douleur au niveau du thorax, vous toussez, vous avez la dyspnée et des crachats teintés de sang, donc des hémoptysies. Quand on fait la radiographie du thorax, vous pouvez avoir des lésions au niveau des poumons, ou des cavitations, ou même des signes de bronchopneumopathie. Mais évidemment, une insuffisance respiratoire peut apparaître pour les cas de peste septicémique ou alors pulmonaire, comme on le voit ici. Dans la forme bubonique, vous avez la fièvre à 38 à 40 degrés, des frissons, céphalées, asthénie et le bubon qui est très douloureux. Et l'œdème qui environne le bubon et la peau sous-jacente qui est très chaude, qui est enflammée et qui adhère fortement au plan profond. Dans la forme septicémique, c'est carrément un tableau de choc septique ou de sepsis avec une atteinte des petits vaisseaux. Vous avez des pétéchies cyanotiques qui sont un peu plus clairs, ça veut dire des taches hémorragiques sur la peau, mais qui peut être aussi sur les organes internes que vous ne savez pas voir, ou carrément des larges ecchymoses. Et cela peut évoluer jusqu'à avoir une gangrène des extrémités, comme vous l'avez vu sur la diapositive, et une défaillance multiviscérale. Parfois, des méningites qui peuvent arriver. Donc, c'est une sale bactérie qu'il faut à tout prix éviter. Ça, c'est le Yersinia pestis. Mais il y a d'autres Yersinia. On dit un petit mot, bon, ils ne sont pas à l'ordre du jour, ils ne sont pas méchants, on n'a pas raison de les étudier longtemps. Bon. On s'occupe des méchants parce que c'est eux voilà, qui vont empêcher les gens de vivre correctement. Yersinia pseudotuberculosis,
il pénètre par voie digestive parce que c'est une entérobactérie. Ça signifie maladie des mains sales ou dans les aliments qui sont mal cuits, mal préparés ou bien cuit, il a résisté, mais il n'a pas de spores, hein, il résistait moins. On avait vu déjà à partir des 55 degrés au-delà, pendant 15 minutes, il est tué, c'est clair. Il traverse la muqueuse digestive, il se multiplie dans les ganglions mésentériques, dans votre ventre. Et il peut évoluer vers une septicémie, hein. Ça existe, mais c'est rare. Même si en général, le tableau des Yersinia pseudo-tuberculosis, c'est un syndrome douloureux de la fosse iliaque droite. Donc un tableau pseudo-appendiculaire, une forme d'appendicite. Alors, chirurgien, vous allez vous mordre et vous allez mordre de la poussière. Syndrome douloureux de la fosse iliaque droite avec tous les symptômes, etc. Vous allez vous opérer, incision de McBurney ou autre que vous voulez, de votre choix, de votre goût. Mais en opératoire, vous trouvez que l'appendice est très intact. Et seulement, si vous êtes un peu plus futé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ganglions avoisinants. Bien sûr, l'appendice est déjà un organe lymphoïde, mais évidemment, vous allez trouver beaucoup de ganglions avoisinants qui sont congestionnés. Ne soyez pas seulement pressé de pouvoir enlever cet appendice, qui est normal parce que vous avez déjà ouvert. De toute façon, il fallait prendre quelque chose au malade et l'enlever parce que vous devez montrer à la famille, hein, comme ça arrive souvent voilà, dans certains milieux, je ne cite pas les noms. Mais souvent, c'est ça. Même si c'est bon, vous l'enlevez quand même parce qu'on voit que vous avez travaillé. Mais ici, il ne faut pas toucher aux ganglions mésentériques parce qu'ils sont pleins de bacilles pesteux. Et donc, vous allez répandre la peste dans la cavité abdominale. Après votre geste héroïque et stupide, la suite sera peut-être une septicémie qui va le tuer, alors que pourtant la peste, la forme digestive, allait finir de soi ou allait guérir grâce à un traitement. Yersinia enterocolytica, c'est un germe entéropathogène. Hein. Quand il vous envahit, il provoque une gastro-entérite très de type invasif, c'est-à-dire avec du sang, une dysenterie, donc diarrhée, vomissement, douleur abdominale violente, fièvre, mais parfois des abcès profonds au niveau du foie, septicémie dans certains cas. Mais ça reste un germe entéropathogène, ça veut dire qu'il provoque une maladie au niveau du tube digestif. Mais bon, vous trouvez quand même que c'est un peu plus gentil que Yersinia pestis. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est des bactéries, ils provoquent des maladies. Ce sont des bactéries pathogènes que nous étudions. Cependant, il y a aussi des bonnes bactéries qui ne sont pas pathogènes et qui sont gentilles, qui sont nos copains. Voilà. Sans les bactéries ou sans les virus, on ne vivrait pas de toutes les façons. Comment on fait le diagnostic biologique de la peste et enfin des Yersinia en général? Les prélèvements doivent être faits en fonction de la forme clinique. Ça, c'est très important, que la forme clinique représente les malades. Elle doit se faire par un professionnel de santé, quelqu'un qui sait faire les prélèvements et qui sait se protéger. Prélever, c'est bien, mais c'est ici où l'adage qui dit, voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soi-même, c'est vous protéger, vous mettez votre équipement de protection individuelle de manière complète avant d'aller secourir les autres. Je vais être clair ici aussi. Dans la forme pulmonaire, vous allez prélever les crachats. Et vous devez vous assurer que vous êtes assez protégé. Vous avez un écran facial, un masque, un vrai masque, et un FFP2 ou FFP3 d'ailleurs, que je vous recommande, ou un N99 ou 99 ou peut-être à défaut 95. Pas les masques de moulin ou les petits masques campagne que les gens mettent. Hein. Évidemment, ça ne vous protège pas. Vous portez le masque et les patients qui toussent, vous allez lui demander de cracher dans ces récipients et vous allez voir les crachats. Et dans la forme pulmonaire, qui devient grave, vous verrez ces crachats mousseux, teintés de sang, aspect sirop de framboise. Bon, évidemment, si vous êtes africain, il n'y a pas de framboise du tout. Vous allez voir que c'est un crachat teinté de sang. De toute façon, en Afrique, tout ce qui est rouge, c'est le sang. Dans la peste ganglionnaire, vous allez prélever les sucs ganglionnaires en fait. Vous allez utiliser une seringue, c'est un geste invasif et vous devez le faire très bien. Souvenez-vous, le ganglion est déjà douloureux. Ça veut dire que votre injection ou votre aiguille pour faire le prélèvement sera une douleur additionnelle. Et il se peut que ce soit un petit enfant qui n'a que faire de votre morale avant de prélever. Il va bouger, donc vous devez le faire avec beaucoup de parcimonie, beaucoup d'attention et beaucoup d'application surtout.
Il est recommandé de mettre un peu d'eau physio dans la seringue, essayer d'injecter de l'eau dans le bubon ou dans le ganglion, essayer de faire des mouvements d'aspiration-refoulement afin d'attirer un peu plus les liquides ou les sucs ganglionnaires. Ensuite, que vous allez transférer soit dans un tube ou soit dans un pot stérile pour la culture. Vous pouvez également faire un écouvillon de la gorge ou la salive, etc. Et dans les cas de peste septicémique, vous pouvez prélever le sang. Rien ne vous exige dans les cas, dans la forme de peste bubonique, aller prélever le sang et les crachats. Sauf si vous voulez faire des recherches incontrôlées, désordonnées, ce n'est pas ce que je vous recommande. Les expectorations iront dans le pot stérile comme vous le voyez. Mais il est recommandé de rincer la bouche à l'eau physio pour éliminer certaines bactéries, bien sûr, mais c'est une flore plurimicrobienne. Vous pouvez prélever le sang si vous voulez faire une hémoculture, peste forme septicémique ou alors les analyses sérologiques. Mais parfois, la personne qui est morte en post-mortem, vous pouvez faire d'autres prélèvements, y compris le prélèvement de la salive, un peu comme dans Ebola ou dans Covid. Donc, les maladies infectieuses, la microbiologie, elle se rejoint toujours à un endroit précis. Les échantillons, vous les identifiez, vous les transférez. Il est à noter que vous devez toujours les mettre, notamment les écouvillons de bubon, vous devez les mettre dans un milieu qu'on appelle le cariblaire, c'est un milieu de transport. Ensuite, dans un triple emballage. Un milieu de transport a pour rôle de pouvoir permettre à la bactérie de survivre pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, sans qu'elle ne puisse mourir, parce qu'elle a quelques nutriments qui les maintiennent en vie. Et ceci est d'une grande utilité. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic de la peste? Première chose, vous avez le contexte épidémiologique que vous devez connaître. Retour de brousse, quelqu'un qui était en brousse, qui est rentré, quelqu'un qui est en contact avec les rongeurs, quelqu'un qui s'est fait piquer par les puces, par les animaux, une notion de comptage et de période de contact avec quelqu'un qui tousse, voilà, c'est très important. Mais en général, parfois, nous sommes tellement pressés, nous les médecins, nous les cliniciens, qu'on n'a pas assez de temps de poser les questions parce qu'on croit déjà avoir eu les diagnostics sur base du signe 1, 2, 3. Et du coup, on va traiter bien sûr la pneumonie avec d'autres médicaments, sauf l'antibiotique qui était les médicaments indiqués ici en plus de la réanimation. Vous voyez que il ne faut pas toujours être pressé de poser le diagnostic parce que sur base de 1, 2, 3, 4, 5 symptômes, prenez du temps de parler à vos patients. Prenez du temps de parler aux malades, de leur poser des questions précises. Évidemment, c'est le triage, l'orientation des malades déjà à l'hôpital qui va faire la différence. Si vous envoyez les malades au triage, la personne qui fait le triage doit avoir ce réflexe, doit avoir ce flegme, doit avoir cette capacité de pouvoir entrer dans plusieurs contextes, dans plusieurs épisodes anamnestiques pour être capable de vous ressortir évidemment les éléments dont vous avez besoin. Lorsque vous faites la coloration des grammes, vous voyez des bacilligrammes négatifs, ça se colore au gramme, mais lorsque vous faites la coloration des Weyson, vous avez des bacilles qui sont à coloration bipolaire, comme je vous l'ai montré au tout début du cours. Le contexte épidémiologique, premier élément. Deuxième élément, la coloration des grammes ou alors des Weyson qui est très très spécifique. Et vous pouvez cultiver les Yersinia. Mais attention, l'incubation du Yersinia peut aller jusqu'à 72 heures. Donc il faut être prudent et il faut être patient. De toutes les façons, la microbiologie, ce n'est pas pour les exalter, c'est pour les gens qui sont patients, qui savent être patients dans les analyses parce que ça prend du temps. Les bactéries, les germes, les virus sont capricieux, ils doivent prendre du temps. Ce n'est pas pour les gens qui sont très pressés. Vous pouvez ensemencer sur des milieux généraux, la gélose au sang, la gélose nutritive, où vous avez en général des petites colonies en pointe d'épingle. Vous pouvez utiliser un milieu liquide tel que le BHI, le Brain Heart Infusion, où vous allez voir une sorte de voile qui est fin, mais parfois vous avez des dépôts floconneux. Moi j'ai vu ça de mes propres yeux, c'est très intéressant. Sur les milieux spécifiques, vous pouvez utiliser les milieux SS, les XLD, les Drygalski, mais en général ça c'est pour les entérobactéries. Mais vous pouvez également utiliser les milieux BIN, on va voir quelques images, ou alors les milieux SIN qui signifie cefsulodine, irkazane, novobiocine. Et les colonies sur BIN ou sur SIN
apparaîtront violettes avec un centre ombiliqué. Et ça, c'est le cas pour Yersinia pestis. Pour Yersinia enterocolitica, les colonies sont mucoïdes sur gélose au sang. Et les colonies sont petites et elles sont lactose négatives sur MACONKIE et sur SS. Pour Yersinia pseudotuberculosis, les petites colonies blanches sont observées sur la gélose au sang. Vous pouvez compléter votre diagnostic bactériologique par les tests biochimiques. Il y a plusieurs galeries qui existent là où on est pauvre. On utilise la galerie minimale de l'Eminor, même si je ne vous la recommande pas, c'est très pauvre. Vous pouvez utiliser les galeries API 20E pour les entérobactéries, mais il y a d'autres galeries qui existent. Le but, c'est d'avoir des réactions biochimiques. À noter, par exemple, pour Yersinia pestis, il est catalase positif parce que, évidemment, c'est un anaérobie facultatif. C'est un fermentaire, voilà pourquoi il consomme les glucoses, mais il ne consomme pas les lactoses. Quand vous avez votre ensemencement sur MACONKIE, sur SS, vous chercherez les colonies lactose négatives en général. Il ne produit pas des H2S, il est citrate négatif et son indole est variable, donc il ne faut pas trop se fier à ça, il ne produit pas de gaz. Mais il est esquiline positif, ça c'est un test très très intéressant. Quand vous le mettez sur bulle esquiline, le lendemain, les tubes d'esquiline virent au noir et vous pouvez bien le voir. Il est immobile, là pour les cas de pestis, et l'indole est négatif. Mais sachez que Yersinia enterocolitica ou pseudotuberculosis, ils peuvent être également oxydase positifs. Dans tous les cas, Yersinia est uréase positive. Il produit beaucoup d'uréase, un peu comme les protéus en général. Dans les 2 heures, déjà je vous produis l'uréus. Ça c'est très 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 important. Maintenant le piège pour les microbiologistes c'est quoi? Lorsque vous faites la coproculture, vous cherchez les germes entéropathogènes. Et quand vous cherchez les germes entéropathogènes, sur MACONKIE, sur SS, vous recherchez les colonies qui sont en général lactose négative, ou alors sur XLD, celles qui sont lysine, décarboxylase, etc. Vous cherchez les colonies lactose négatives, notamment pour penser à Salmonella, pour penser à Shigella, etc. ou même à Yersinia. Mais en général, en bactériologie, on vous demande, quand vous avez les échantillons de coproculture, les colonies lactose négatives, la première chose, vous faites le test à l'uréase. Quand l'uréase est positif, vous savez que la plupart des germes sont non entéropathogènes, celles que vous visez le plus souvent. Salmonella, Shigella, ils sont uréase négatifs. Pourtant, Yersinia enterocolitica, qui est uréase positive, est également entéropathogène. Donc, il faut faire très attention dans votre façon de pouvoir faire le diagnostic. Il y a également les nitrates réductases qu'ils produisent, la tryptophane déaminase, phénylalanine déaminase, et ils sont également mannitol positifs. Il y a quand même un panel de tests biochimiques que vous pouvez faire, mais il faut les avoir dans votre laboratoire pour poser le diagnostic de Yersinia. Vous pouvez faire l'outil moléculaire, comme nous les biologistes moléculaires on aime bien. Voilà, vous faites la qPCR ou la PCR conventionnelle, où vous recherchez les gènes. Parmi ces gènes, vous cherchez les gènes YADA, qui est les gènes communs au genre Yersinia ou Yersinia-C. Et puis vous cherchez les gènes très spécifiques à l'espèce pestis, c'est les gènes PLA et les gènes CAF1 que vous pouvez rechercher. La culture du Yersinia en milieu liquide, vous pouvez utiliser le milieu de l'urea bertani, qui est un bouillon que vous incubez à entre 28 et 37 degrés pendant 48 heures. Comme j'avais dit, il faut être très patient avec la peste, c'est important, mais vous pouvez également utiliser le BHI, le bouillon cœur-cervelle ou cœur-cerveau, le Brain Heart Infusion, où vous allez voir le fin voile dans le milieu, regardez ici, et puis vous avez un dépôt floconneux. Quand vous voyez ça, c'est très caractéristique, mais parfois ça n'apparaît pas dans les 24 heures. Il faut aller à 48, 72 heures, et parfois même au-delà pour le voir. Sur milieu solide, bien sûr, vous avez la gélose au sang avec les antibiotiques, même si tout le monde sera tenté de mettre sur MACONKIE peut-être avec des inhibiteurs, d'autres des inhibiteurs, sur le BIN ou alors sur les SIN. Alors sur les BIN, voici quand vous ensemencez les BIN, en 24 heures, vous voyez, les colonies sont très très petites en forme de pointe d'épingle. Vous avez de la peine à les voir.
Dans 48 heures, les colonies grossissent un peu plus, elles ont tendance à être violettes. Et après 72 heures, après 4 jours, les colonies deviennent importantes, elles prennent la forme d'un œuf frit. Comme vous le voyez, j'ai mis l'œuf frit pour que chacun voie. Bon, l'Africain ne mange pas l'œuf qui a cette forme ici, hein, l'œuf frit, non. Nous, on aime l'omelette ou alors les œufs durs. L'œuf frit, c'est pour les autres. Bon, voilà. Mais ici, vous avez cette forme-là. Alors, sur la gélose au sang, voici l'aspect des colonies après 48 heures au départ. Et puis, après 144 heures, qui équivaut, je crois, 4 jours, vous avez les colonies en forme d'œuf frit. C'est très, très caractéristique de Yersinia, notamment pestis. Ici, je fais le résumé des méthodes diagnostiques. Hein. La personne qui a, par exemple, la peste pulmonaire, il va utiliser cracher, et ou alors la peste bubonique, vous allez faire un test rapide. Il existe des tests rapides, hein, je n'en parle pas beaucoup. Bon, voilà. Ils existent et on les utilise, nous, on les utilise en Ituri avant d'envoyer les échantillons pour faire les PCR et la culture à Goma. Vous pouvez faire la PCR conventionnelle et connaître les différentes bandes d'émigration des différents gènes. Vous pouvez faire la PCR temps réel en détectant les différents gènes, notamment les gènes plats et les CAF. Normalement, c'est aisé de confirmer avec les deux gènes. Vous avez les gènes général qui est le IADA et ensuite vous avez les deux gènes spécifiques, le plat et le CAF1 qui vous aident à confirmer le diagnostic. Mais parfois un des gènes donne, l'autre ne donne pas et ça vous donne des résultats discordants. Il faut parfois reprendre un peu plusieurs reprises. En fait, le diagnostic de la peste en général reste quand même laborieux. Alors, prévention et traitement. Vous avez vu que la peste a une composante écologique, environnementale, et puis le réservoir, et puis les humains, etc. Donc il faut faire la surveillance environnementale, le piégeage intensif des petits mammifères, leur identification, leur testing s'il le faut, c'est très important. Mais en général, bon, on n'aime pas trop aller capturer les rongeurs pour aller chercher quelle maladie ils ont. Déjà, les humains, on n'a pas assez d'argent pour savoir de quoi on souffre, alors on ne va pas le faire. Mais en réalité, dans les cadres de One Health, c'est par là qu'il faut commencer. Vous les capturez, ces rongeurs, vous les collectez, vous collectez également les puces et vous les étudiez au microscope, d'accord, grâce à des abacs pour voir leur identification et leur morphologie. Parfois, vous pouvez les écraser, les broyer peut vous servir à faire des cultures ou même des PCR. Évidemment, c'est dans le cadre des recherches, vous n'allez pas prendre tous les puces de l'environnement et les faire. Mais quand vous en avez dans vos maisons, évidemment qu'il y a des moyens de les faire, c'est possible. Si vous avez été exposé à la peste, la surveillance médicale est recommandée. On prélèvera les températures, en général la température toutes les 4 à 6 heures, toutes les 4 à 6 heures pendant 6 jours, qui correspond à la période d'incubation et la période d'invasion. Souvenez-vous, la période d'incubation est courte dans le cas de la peste. J'avais dit combien? 2 jours, 48 heures. Maximum 3, mais c'est 2 jours. Alors pendant 6 jours, si vous avez été exposé notamment à la peste pulmonaire, c'est de ça qu'il s'agit, pas la peste bubonique. Si après 6 jours, vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez rien, allez circuler, prenez votre boisson. Bon, j'allais dire votre bière si vous êtes sous là, mais bon, c'est pas grave si vous avez envie de boire. On vous mettra sur une prophylaxie. Dans tous les cas, on vous donnera un antibiotique pendant 7 jours, soit la doxycycline, j'ai mis les doses pour indication, ou la ciprofloxacine, donc l'équinolone, etc. Chez l'enfant, on devra choisir, hein, et c'est surtout ceux qui ont moins de 8 ans, lesquels des médicaments on donne. Mais il est recommandé de donner la combinaison trimétropine, sulfamétoxazole, donc le Bactrim, toutes les 12 heures. C'est important quand vous avez été exposé au cas de peste pulmonaire. C'est clair, il faut vous soumettre à une chimioprophylaxie grâce aux antibiotiques pour vous protéger. Il existait des vaccins contre la peste. Hein. À l'époque, on utilisait des cellules entières qui étaient tuées, vivantes, atténuées. Mais il me semble qu'il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que même les personnes qui ont été vaccinées, ils ont quand même fait de la maladie. Alors, quelle était l'utilité de ces vaccins? Donc, on l'utilise moins. Je suis dans un consortium, Bactivac, où on travaille pour avoir des vaccins sur la peste, etc. et les essayer. Donc, on est encore loin d'avoir trouvé un vaccin. On y travaille et c'est ça qui est important.
Quand vous êtes assis à l'extérieur, comme moi présentement, ça veut dire que je dois avoir des répulsifs que je devais mettre sur mon corps pour ne pas me faire piquer par les puces. Mais regardez le grand amour que j'ai pour vous. Je n'ai même pas de répulsifs et je n'ai pas pu mettre. Mais je me suis présenté ici pour vous faire ces cours tard dans la soirée. Mais bon, voilà. Mon rôle, c'est de communiquer et vous apprendre cela. Quand vous avez la peste, que ce soit la peste bubonique ou la peste pulmonaire ou septicémique, le traitement doit débuter pas après 24 heures, donc doit débuter dans les 24 heures, surtout si c'est la forme pulmonaire. Vous avez 4 jours pour survivre avant de voir Dieu ou Satan selon le cas. Donc vous allez mourir. Il faut dans 24 heures commencer le traitement avec les antibiotiques qu'on a indiqués et suivant bien sûr les autres indications, la fonction rénale, etc. C'est très important. Et cela... Alors, pendant 10 jours, vous allez donner ces traitements et jusqu'à ce que la fièvre puisse d'abord baisser. Et même après, 10 jours après que la fièvre... Donc, après que la fièvre ait baissé, même au-delà du 10e jour, vous pouvez poursuivre jusqu'au 13e, 14e jour, après que la fièvre soit revenue à la normale. Ici, le principe est de donner l'antibiothérapie au long cours. Les conséquences sont immédiatement positives si l'antibiotique est très actif sur les germes. Ça sauve la vie, ça sauve les vies, c'est important. Mais en termes de résistance aux antibiotiques, c'est un véritable cauchemar parce qu'on aura généré autant de résistance à donner cela. Mais bien sûr, ici, on est en train de sauver la vie. Et ça, une indication, il faut le faire. Mais c'est une antibiothérapie au long cours. Et pour les formes graves, telles que les formes pulmonaires et septicémiques, il est recommandé de donner les antibiotiques par voie parentérale ou des fortes doses. On peut donner la streptomycine 2 fois par jour, la gentamicine, la dose est connue, en dose d'attaque et autres, mais malheureusement avec les aminoglycosides en général, vous ne les donnerez pas pendant très longtemps à cause des effets de néphrotoxicité ou d'autotoxicité, mais ici vous serez obligé de balancer entre la mort du patient et autres, mais s'il y a des alternatives, par exemple les quinolones ou les cyclines, ils sont les bienvenus. Et en prophylaxie, comme je l'ai dit, tout cas de peste, de contact avec la peste pulmonaire qui est suspectée ou confirmée, que ce soit chez les personnels médicaux, obligatoirement, vous aurez la chimioprophylaxie. Et vous avez les cyclines, tétradoxy, et ou alors les sulfamidés tels que le Bactrim que vous devez donner, ça sera très important. Voilà, mesdames, messieurs, la fin de notre cours sur les Yersinia pestis et puis les autres pseudo-tuberculosis et enterocolytica. S'il y a des questions, bien sûr, on peut les lire dans les chats, mais bon, évidemment, les chats c'est très décalé, ça prend quand même du temps à mettre les cours en ligne. Nous voulions partager ceci avec vous. Si vous avez aimé, veuillez liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres chapitres de bactériologie, de virologie, de mycologie, selon la disponibilité. Notre devise, vous servir. Portez-vous bien et surtout, protégez-vous contre la peste parce que c'est très dangereux. Merci.